Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui car le Barça a perdu face à Almeria 1-0. Et quel but! La frappasse! La frappasse que le joueur met une fois chaque 100 ans, il l'a mis aujourd'hui face au Barça. Le contrôle est parfait, l'enchaînement est parfait, il met le dos, le défenseur ne peut rien faire, sinon il y a penalty. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit il te bloque complètement, tu peux rien faire qu'une faute. Et la faute, ça va amener un penalty. Et au minimum carton rouge pour ce dernier défenseur. Donc, je pense que le joueur a deux options. Soit faire la faute et être exclu, et avec 50% de chance que le joueur rate le tir au but, soit il manque, quoi. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu vas juste essayer de le gêner, mais tu peux rien faire, au fait. Tu peux rien faire. C'est soit tu le gênes, tu essaies de le gêner au maximum, comme il a essayé de le faire sur l'action, soit tu fais la faute et tu prends un carton rouge aussi. C'est l'un ou l'autre. Mais en même temps, quand tu prends un carton rouge, ton équipe va jouer une infériorité numérique, ils vont trouver les espaces encore et ils vont pouvoir sûrement marquer. Ça peut arriver. Mais, comme je vous dis, le championnat, bizarrement, comme je disais hier, le championnat était plié pour le Real. Et que je disais que même si le Barça perdait 3 matchs, ils allaient toujours être devant. Voilà, ils perdent aujourd'hui, ils ont encore 7 points d'avance, ils en avaient 8, maintenant ils sont à 7. Merci à Almeria. Il faut dire Almeria. Les fans du Real doivent dire merci à Almeria. C'est illogique. Déjà, c'est une victoire historique aujourd'hui chez eux. Donc, Almeria ralentit le Barça, mais le Barça a toujours une marge. Donc, même si le Real gagne le Classico, il y aura 4 points. Et le Barça, il perd un match, il y aura un point. Donc, le Real, c'est gens, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et le Barça, ils doivent toujours garder cette distance au maximum. Donc, aujourd'hui, c'est pas un. Au fait, moi, je le dis, le Barça a mal joué. Ils ont essayé de développer leur football, leur jeu, mais on ressent, et je le dis, on ressent l'absence de Pedri. On ressent l'absence de Pedri. Le ballon n'est pas, la circulation de balle n'est pas aussi fluide quand Pedri n'est pas là. Et Pedri, c'est le facilitateur. Lui, il est là pour faciliter. C'est comme Pedri, c'est une veine. Il va aider la circulation de la balle. Il est là pour proposer des solutions. En attaque comme au milieu de terrain et parfois même dans la zone défensive, surtout pour les sorties de balle. Pedri, il peut t'aider énormément. Et il apporte énormément au Barça. Et Pedri qui n'est pas là, on ressent son absence. Ça se ressent, ça se voit tout de suite que le jeu du Barça sans Pedri, c'est pas la même chose. Même s'il y a Gavi, pour moi, est très jeune. Il a une grande marge de progression. Mais à mon avis, Gavi, désolé du terme que je vais dire, mais Gavi est incomplet sans Pedri. Je ne sais pas si ça peut aller dans l'autre sens que Pedri soit incomplet sans Gavi aussi. Mais ce que je veux dire, là, Gavi, on sent qu'il y a un manque dans son jeu, il n'arrive pas à trouver celui avec qui il connecte le plus. OK? Et le Barça, qui trébuche aujourd'hui, et on peut dire une chose, quel manque d'efficacité devant le but. 13 tirs. 13 tirs dans le match. Un tir cadré. Avant les 90 minutes, 13 tirs. 13. Un cadré. Et tu as Lewandowski en pointe. On parle de Robert Lewandowski, numéro 2 ou 3 au Ballon d'Or. Ballon d'Or qu'on ne lui a pas donné pendant qu'il était au Bayern l'année où il a tout remporté. On parle d'un joueur de niveau de classe mondiale, l'un des meilleurs joueurs de son équipe nationale de son pays. Et dans un match où tu joues une équipe mi-bas de tableau, 13 tirs. Un tir cadré. Tu as Rafinha, je ne sais pas ce qu'il fait sur le côté droit. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Lui, il essaie de trouver des solutions. Je ne sais pas comment il n'arrive pas à trouver Lewandowski. C'est pas possible. Rafinha, il n'arrive pas à déséquilibrer. Il n'arrive pas à apporter ce que Ousmane Dembélé apporte en général. Je ne retrouve pas le Rafinha qu'on a connu. Comme je vous dis, moi, je suis Rafinha depuis le début de sa carrière européenne. À Rennes, à Leeds et maintenant à Barcelone. Le Rafinha que je connais
je ne le retrouve pas. On sent qu'il est bridé. Je ne sais pas ce qui se passe autour de Rafinha, mais il est bridé dans son jeu. Il ne peut pas être aussi explosif qu'il est en sélection nationale, par exemple. Ou là où il est libre, et là on voit un Rafinha qui explose, qui fait des beaux gestes, qui rentre sur son pied gauche, qui dribble. Mais là, on retrouve un Rafinha bridé. On ne peut pas dire que le jeu du Barça le bride parce qu'il arrive à faire de longues passes, etc. Mais c'est pas le Rafinha qu'on connaît. Lewandowski, pareil. Ces gens, l'attaquant que tu dois. C'est comme un Erling Haaland, comme je dis avec City. C'est l'attaquant que tu dois trouver en une touche et le trouver assez vite. Et on le voit parfois dans les matchs où il dit aux joueurs, lancez la balle plus vite devant. Il essaie de dire, trouvez-moi plus vite. Parce que le Barça, il t'attend, les Frenkie de Jong, Gavi, etc. Circulation de balle, c'est bien beau. Mais Lewandowski, c'est le joueur que tu dois trouver en profondeur et rapidement. Et il y a un autre moyen de le trouver, c'est de passer sur les côtés. Et c'est pour ça que je dis, avec Ousmane Dembélé, c'est plus compliqué. Parce que Ousmane est plus dribbleur. Ousmane, il peut partir tout seul, dribbler 2 ou 3 joueurs et ensuite enchaîner. Tandis que Rafinha, je trouve qu'il n'arrive pas à dribbler. Il n'arrive pas à déséquilibrer. Et ça, c'est un problème. Donc franchement, aujourd'hui, quand on regarde le Barça, ils viennent de perdre face à Manchester United. Ils sortent des illusions européennes 2 ans d'affilée. 3 jours après, vous perdez face à une équipe qui vous a jamais battu en Liga. Ou du moins qui vous a battu peut-être même dans les années 50-60. Vous perdez le Real qui, au lieu de prendre une distance par rapport au Real, de conforter votre fauteuil de premier, vous perdez des points. Moralement, ils vont prendre un coup. Là, moralement, le Barça, ils vont prendre un coup. Maintenant, on va voir le Classico dans la semaine. Parce que là, ils vont enchaîner Manchester United défaite, Almeria défaite et Real Madrid. Et c'est pas le Real Madrid qu'ils ont joué la dernière fois. C'est un Real qui, sur ses 6 derniers matchs, a eu 5 victoires et un match nul. Et eux, sur les 6 derniers matchs, ils ont eu 4 victoires. Non. Sur les 6 derniers matchs, il y a eu 3 victoires, un match nul et 2 défaites. Donc, c'est un Barça qui arrive moralement, le moral de la chaussette face au Real Madrid. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir, parce que bizarrement, face au Real, ils ont tendance à se réveiller. Est-ce que le match face au Real Madrid, s'ils le gagnent, ça va les rebooster pour la saison? Parce qu'ils peuvent jouer la Coupe du Roi. Donc, on va voir ce qu'ils vont nous proposer pendant la semaine. Mais aujourd'hui, ça a été un match très décevant. Comme je vous dis, avec Lewandowski en pointe, tu vas me dire que tu fais un match, tu fais 13 tirs, il y a un tir cadré avant la 90e minute de jeu. De l'autre côté, ils sont efficaces. L'attaquant en face, vous avez vu l'action. Il a contrôlé, il a amené le défenseur, il a fusillé Ter Stegen d'une manière que j'ai jamais vue. C'est la première fois que je vois une fois aussi. Il tire, mais il a mis toute sa vie dans ce ballon. La balle est partie tellement vite. Même Ter Stegen ne peut rien faire. Autre que faire écran et essayer de le gêner dans sa frappe, de fermer un peu l'angle. Mais la force et la vélocité du ballon, ça change tout, quoi. Mais en tout cas, ça n'a pas été un grand match du Barça. Mais on va voir ce qu'ils vont nous proposer pendant la semaine face au Real Madrid, qui, lui, se rapproche encore. Hier, le Real était soi-disant perdant de la Liga. Et je ne sais pas quel dieu du foot veille sur le Real. Ils sont encore en vie. Quand le Barça perd, ils étaient à 7 points. Ils étaient à 8 points. Avec possibilité de mettre le Real à 10 points d'écart. Maintenant, ils sont à 7 points. Bon, écoute, c'est comme ça. C'est la vie. Parlons du Classico maintenant. Marseille qui se fait humilier chez eux par le PSG. J'ai pas grand chose à dire par rapport à ce match parce que pour moi, il y a une chose qui est claire. On n'a pas retrouvé le Marseille du dernier Classico qui a battu le PSG. On avait un Marseille qui était fatigué. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Marseille était fatigué. Ils ne pouvaient pas mettre l'intensité qu'ils avaient mis la dernière fois. Marseille, la dernière fois, ils jouent haut, ils pressent haut, voilà, il y avait de l'espace dans le dos. Il y avait de l'espace, mais c'est normal. Il n'y avait pas Kylian Mbappé. Donc, ils pouvaient jouer comme ça. Là, c'est un Marseille qui jouait vraiment sur la réserve. Il ne voulait pas trop se découvrir. Déjà, la composition de départ, tu vois que il y a un plan Mbappé, quoi.
C'est-à-dire, au lieu de commencer ton match avec ton équipe première qui peut gérer avec Jonathan Klaus sur le côté droit et Nuno Tavares sur le côté gauche, c'est Nuno Tavares qui est sur le côté droit et Jonathan Klaus est sur le banc. Parce que tu ne veux pas te projeter et Nuno Tavares, je pense, est le seul joueur de Marseille pouvant rattraper Mbappé en course. Moi, je vais juste vous poser une question. Est-ce que c'est Paris qui joue bien ou c'est Marseille qui joue mal? Parce que, à mon avis, et moi, ça c'est mon avis personnel, Paris, ils sont forts quand une équipe ne les met pas en danger. Mais dès que l'équipe peut mais juste le minimum d'intensité, ils sont morts. Ils sont morts. Et c'est là que je dis, par exemple, par rapport, quand je vois le match, déjà la compo de départ, je vois les joueurs qui sont alignés, je vois le positionnement de Tavares, je me dis, l'entraîneur, déjà, il sait qu'il doit mettre un joueur spécialement pour Mbappé, et c'est Tavares. Et Tavares, c'est pas le défenseur type. Tavares, c'est un joueur qui va beaucoup monter. Il court beaucoup, mais il court trop, quoi. Il fait que courir sur le terrain. Donc Tavares, il n'apporte pas cette stabilité-là que tu recherches. Surtout pour un joueur et surtout pour un joueur qui doit surveiller Kylian Mbappé, il te faut un joueur capable non seulement de courir et de défendre. Et Tavares, il court. Il court offensivement, il apporte. Mais défensivement, c'est faible. Donc, tu as ça, pour moi, c'était déjà un aveu de faiblesse. C'était un aveu de faiblesse. Quand moi, je dis, quand vous allez à la guerre, vous allez avec vos propres armes. Vous allez vous battre avec de votre manière, avec votre identité. C'est-à-dire que Marseille, ils ont une identité, c'est une équipe qui joue beaucoup sur l'intensité. Aujourd'hui, ils étaient là amorphes. Ils sont complètement cuits. C'est pas qu'ils étaient fatigués, on le voit, ils peuvent jouer, mais c'est juste qu'aujourd'hui, ils étaient ils étaient attentistes, ils attendaient les moindres petits défauts. Et le PSG, si tu les mets pas en danger, ils vont pas se mettre, ils vont pas te donner ce que tu attends. Regardez le match contre Monaco, sur le côté, regardez ce que Diatta a fait à Nuno Mendes. Si Marseille joue avec son équipe type normale et Jonathan Klaus sur le côté, Nuno Mendes ne fait pas toutes ses percées sur le côté. Il faut ne pas faire ces ajustements avant ces grands matchs. Je peux comprendre qu'en face, il y a un attaquant qui attire l'attention, mais il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut jouer avec ses armes. Il faut aller se battre avec ses propres armes. Et quand on regarde l'intensité mise par le PSG aujourd'hui, c'est pas si fort que ça. Et c'est bon, bien sûr, quand ils sont maîtres du match, etc., ils arrivent et il y a certains joueurs que tu vois qui n'ont jamais performé à ce niveau-là, autre que quand ils sont vraiment dominants dans le jeu. Je veux parler de Marco Verratti. Et d'autres personnes aussi, Fabien Ruiz, etc., il apporte, etc. Mais là, certains étaient là aussi lors du dernier Classico. Et tu les as mangés. Et aujourd'hui, au lieu de garder ton identité et de juste fermer certaines personnes avec de double, triple marquage, tu mets des joueurs dans leur position, tu changes les joueurs de position, tu essaies d'attendre, tu joues bloc bas, tu vas pas presser haut. C'est compliqué au fait pour les joueurs de Marseille de jouer comme ça. Parce qu'ils ont pas l'habitude de jouer comme ça aussi. Donc, le PSG, moi, je pense que c'est Marseille qui joue mal. Qui joue mal le match. Ils ne rentrent pas dans le match comme ils devraient rentrer et ils se font punir par le PSG. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est amplement ça. C'est tout simplement ça. Quand le PSG, on les connaît. Tu mets ça d'intensité, ils flanchent. Et Marseille n'a pas pu mettre cette intensité-là à cause du système que Tudor a mis, vu que Mbappé était présent sur le terrain, ajustement, nanana. Donc, tu perds ton match. Il faut mettre l'intensité qu'il faut pour un professionnel. Et aujourd'hui, Marseille était une équipe attentiste. Ils attendaient, ils essaient de gérer la profondeur, nanana. Et ben écoute, c'est simple, mais si Mbappé te claque un but, Mbappé il prend son temps pour glisser la balle dans une défense. Et là, je ne comprends pas, le gardien Paul Lopez sort sur le ballon, il ne sort pas, il attend, et Messi qui vient ajuster gentiment son ballon. Franchement, vous avez fait rêver les gens la dernière fois. Vous avez donné une intensité, etc. En Coupe de France, tout le monde était là. Bravo, bravo. Ça fait longtemps que Marseille n'a pas battu le PSG. Intensité, fierté du football français pour certaines personnes. Et puis vous faites ça aujourd'hui.
peut-être 1 ou 2 semaines après. Bof. Bof. Sur ce, commentez la vidéo, likez, partagez. Likez, partagez, commentez la vidéo, partagez la vidéo avec vos proches. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.